Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Renforcer le partenariat entre la Turquie et le continent africain. C'est l'ambition du sommet Turquie-Afrique qui se tient actuellement à Sipopo, en Guinée équatoriale. L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré et sa famille sont arrivés au Maroc ce jeudi et nous verrons dans cette édition qu'il n'est pas le seul chef d'État africain à avoir trouvé refuge dans le royaume chérifien. Le sommet global de l'entrepreneuriat se poursuit à Marrakech au Maroc, un sommet auquel certains présidents du continent participent, dont Ali Bongo du Gabon et Alpha Condé de la Guinée. La deuxième édition du sommet Turquie-Afrique clôture donc ses travaux ce jeudi à Sipopo, en Guinée équatoriale. Il vise à développer un nouveau modèle de partenariat entre la Turquie et le continent africain, un partenariat gagnant-gagnant sur lequel s'est exprimé le président équato-guinéen, le président hôte de ce sommet, Teodoro Obiang Nguema Basogo. Señoras y señores, la declaración de Malabo La déclaration de Malabo que nous avons adoptée permet une rénovation de notre système de partenariat, mais aussi une grande possibilité de coopération multiforme avec la Turquie. Elle nous permet également de contribuer individuellement et collectivement à l'atteinte des objectifs de l'agenda pour le développement de l'Afrique à l'horizon 2063. Agenda qui nous assurera notre indépendance. Cet agenda permet le respect de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale et de la non-ingérence d'un État dans les affaires d'un État tiers. En somme, un instrument de coopération aux bénéfices réciproques et équilibrés. L'Afrique et la Turquie constituent un bloc dans la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime, le trafic de drogue, la traite des êtres humains et la criminalité organisée, phénomènes qui vont à l'encontre de la liberté et de l'exercice de la démocratie et des droits de l'homme. Le président déchu du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est au Maroc. Il a quitté la Côte d'Ivoire ce jeudi avec sa femme et d'autres membres de sa famille. Il s'était réfugié, nous vous le rappelons, à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, juste après sa démission. C'était le 31 octobre. Le point tout de suite avec Aminata Diak. L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré a quitté ce jeudi 20 novembre 2014 la Côte d'Ivoire où il s'était exilé après sa démission le 31 octobre dernier. Selon le ministère marocain des Affaires étrangères, l'ex-chef de l'État et sa famille sont arrivés au Maroc. Leur destination exacte dans le royaume chérifien est encore méconnue. La raison du départ de l'ancien président Compaoré, qui était à Yamoussoukro depuis 3 semaines, sont principalement liées aux bonnes relations qui sont entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas supporter la pression du Burkina Faso. Deuxièmement, c'est lié aussi au fait que la Côte d'Ivoire se trouve dans une période d'insécurité. On a vu les manifestations, voire la révolte des militaires, ce qui peut déboucher sur autre chose, surtout s'il y a une autre raison qui peut se mettre en jeu. Et troisièmement, il y a aussi la Côte d'Ivoire qui est dans une phase de réconciliation et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un autre élément qui vient troubler la réconciliation du pays. Le Maroc accueille une fois de plus un ex-dirigeant africain après sa chute. Le pays a depuis longtemps développé une stratégie d'accueil des dirigeants subsahariens. Le Maroc qui a de bonnes relations avec le Burkina Faso, mais en même temps un pays qui est assez indépendant, disons autonome par rapport aux autres pays de l'Afrique occidentale. Un pays sur lequel il ne peut pas y avoir une pression du Burkina Faso. Donc, seuls quelques pays pouvaient, disons, l'accepter. C'est le Maroc, l'Égypte ou l'Afrique du Sud. Selon certaines sources, Blaise Compaoré se serait rendu au Maroc à l'invitation du roi Mohamed VI. Pour sa part, la présidence ivoirienne soutient que le départ de l'ex-président burkinabé n'était pas définitif et qu'il était amené à revenir. Les groupes terroristes, à l'instar de Boko Haram, trouvent leur nouvelle recrue chez les jeunes. Pour éviter d'autres enrôlements de ce genre, les imams camerounais ont décidé de mener une campagne de sensibilisation auprès de la jeunesse. Boko Haram est en effet particulièrement actif au nord du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria. Marina Vanier. Ne pas faire l'amalgame entre barbare et islam tolérant. C'est en substance l'objectif de la campagne anti-Boko Haram lancée par les imams du nord du Cameroun. Ces chefs musulmans veulent tout faire pour freiner la propagande du groupe islamiste armé qui accueille depuis des mois de jeunes recrues. À Kolofata, localité camerounaise frontalière du Nigeria, environ 450 jeunes ont été enrôlés en 2 mois.
Un peu partout dans la région, des tracts non à Boko Haram sont placardés. Si le gouvernement a pris des mesures pour éviter des déviations dans les enseignements dispensés dans les mosquées, le mouvement religieux poursuit son avancée dans plusieurs pays. La mobilisation des imams, d'une part, je crois qu'elle montre que Boko Haram n'est pas du tout un mouvement religieux, c'est réellement un groupe qui, au départ, avait certes une dimension sectaire, mais qui a principalement grandi grâce à l'afflux de bandits, de délinquants, et d'ailleurs, dans leur mode opératoire, on voit bien que ce sont beaucoup plus des criminels que de véritables djihadistes. Donc d'une part, je pense qu'il y a la volonté de se désolidariser de la part des imams du Nord Cameroun vis-à-vis des actions de Boko Haram. D'autre part, je pense qu'il y a quand même au niveau du Nord Cameroun des élites traditionnelles et politiques qui ne veulent pas servir de bouc émissaire. En première ligne dans cette guerre de communication, les dignitaires musulmans sont confrontés à un dilemme dans les localités frontalières les plus vulnérables, Boko Haram multipliant les attaques sanglantes depuis des mois. Selon certains observateurs, plusieurs imams ont été la cible de menaces ou d'agressions en raison de leur désaveu public du groupe terroriste. En fait, il s'agit de bien distinguer l'islam africain, subsaharien, l'islam noir, des actes de Boko Haram qui sont, lorsqu'ils se revendiquent de la religion, se revendiquent du wahhabisme, qui est totalement différent des pratiques religieuses qui ont lieu sur le continent. Et d'autre part, j'imagine qu'il y a également une bataille au niveau de l'idéologie des écoles coraniques qui sont apparues dans la mouvance de Boko Haram et de ces autres organisations, n'ont absolument rien à voir avec les écoles coraniques qui existaient auparavant. Ce soutien des imams arrive à un moment où la région nord du Cameroun est particulièrement sinistrée sur le plan du tourisme. Conscients de cette situation, les autorités camerounaises ont mobilisé d'énormes ressources matérielles et humaines pour freiner les attaques du groupe terroriste. Entrepreneurs, institutions financières, bailleurs de fonds, ils sont en tout près de 3000 à prendre part au sommet global de l'entrepreneuriat qui se tient actuellement à Marrakech, au Maroc. Parmi eux, de chefs d'État également, celui de la Guinée, Alpha Condé, et du Gabon, Ali Bongo. Ils sont revenus sur le thème du sommet choisi pour cette année, innovation et technologie, deux notions nécessaires au développement du continent. Marina Vanier. 5e sommet global de l'entrepreneuriat au Maroc. Les travaux de cet événement mondial ont débuté ce mercredi 19 novembre et se poursuivent jusqu'à ce vendredi dans la ville ocre de Marrakech. Objectif de cette rencontre, promouvoir l'innovation technologique et numérique dans les entreprises. Près de 3000 entrepreneurs sont venus participer à ce rendez-vous, mais aussi d'illustres personnalités venues des quatre coins du monde de l'entreprise et de la politique. Et dans un contexte de croissance économique insolente, comparé à l'actuelle situation mondiale, l'Afrique est le continent où il faut être. Les progrès technologiques et les innovations dans la croissance et la transformation des économies africaines ne seront pas synonymes de chômage. Au contraire, ils introduiront des synergies en faveur d'une création massive d'emplois productifs. De plus, ils ne se feront pas au détriment de l'environnement. Enfin, ils tiendront compte des leçons du passé dans des pays industrialisés ou émergents pour accélérer les changements et transformer les transformations de l'Afrique. Et comme cette employabilité s'accompagne d'une baisse soutenue des coûts des facteurs en Afrique, les parts de marché africaines devrait s'accroître et avec l'emploi. Cette édition qui se tient pour la première fois en Afrique devra aborder plusieurs questions, notamment l'éthique, le climat des affaires, l'export, la responsabilité sociale. Les entreprises africaines devront s'approprier les conclusions pour accroître leur compétitivité. En effet, les technologies de l'information et de la communication relève à mon sens pour notre continent d'une importance toute particulière en ce qu'elles redéfinissent déjà aujourd'hui et plus encore pour l'avenir de nouveaux pans de notre économie. De nombreux métiers traditionnels, à l'instar de la banque ou de la logistique par exemple, ont subi de profondes mutations et transformations dans leur rapport à l'information. Cela nous enseigne dès lors que nos sociétés doivent résolument pouvoir anticiper, s'adapter, changer,
faire preuve de pragmatisme et d'innovation où elle pourrait connaître le déclin. L'entrepreneuriat est le pourvoyeur par excellence d'emplois dans le monde et particulièrement en Afrique où les PME constituent 80 à 90% des entreprises du continent. 16 pays disputeront la CAN 2015. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Congo, de l'Algérie, du Mali, du Gabon, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée, du Cap-Vert, de la Zambie, de la Tunisie, du Sénégal, de la République démocratique du Congo et enfin du pays organisateur, la Guinée équatoriale. Grosse surprise pour cette édition 2015, l'absence du Nigeria et de l'Égypte qui se sont fait éliminer. Écoutons à ce propos notre éditorialiste Mohamed Traoré. Du point de vue sportif, je pense qu'on peut s'attendre à des très belles choses parce que quand je vois l'équipe de la RD Congo qui a battu la Côte d'Ivoire chez elle, des pays comme le Cap-Vert qui sont qualifiés très tôt, je pense que sportivement nous aurons des très belles surprises et découvrir beaucoup de nouveaux joueurs parce que tous les joueurs, les équipes nationales aujourd'hui se renouvellent. Donc je pense que ça serait l'occasion de découvrir des nouveaux talents. Mais au-delà de l'aspect sportif, du point de vue compétition en elle-même, ça va être difficile parce que la CAN a été délocalisée. Donc du coup, ça fait en sorte que les choses ne vont pas se passer comme on pourrait s'attendre en termes de qualité intrinsèque de l'organisation. Et aussi, il y a aussi le spectre de l'Ebola qui va planer pendant toute la compétition. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.